Mon père me racontait des histoires à l'époque, puis il faisait les voix des bandes dessinées, entre autres. Ça me fascinait. Puis plus tard, quand j'étais un petit peu plus vieux au primaire, j'ai commencé moi-même à faire les voix avec mon père dans les bandes dessinées. Alors je me suis découvert une passion comme ça. Et puis, lorsque j'ai commencé à faire du théâtre au secondaire, c'est là où j'ai vraiment dit, ouais, là, j'aimerais ça faire du doublage. J'aimais l'anonymat que ça procurait. On n'était pas devant la caméra, on n'était pas sur scène. J'aimais ça aussi, mais j'aimais le fait qu'on pouvait prendre toutes sortes de voix, faire toutes sortes de personnages sans que les gens nous reconnaissent. Un crash course de doublage rapidement. Là. Doublage, ça se fait en... Je ne compterai pas les étapes, là, mais il y a d'abord la détection. La détection on relève image par image à raison de 24 ou 30 images secondes, peu importe le format. Euh, on relève toutes les ouvertures et fermetures de bouche. Si vous regardez ma bouche, elle se ferme et elle s'ouvre souvent dans une phrase. Donc imaginez sur un film de 90 minutes, tous les personnages en champ, le moindrement rapprochés, on relève les ouvertures et les fermetures de bouche. Ce qu'on voit le plus quand on parle, c'est les labiales, les M, les B, les P. Entre ça, toutes les voyelles, ça, on peut changer des choses. Ce qui fait que, oui, un adaptateur, lui, c'est lui vraiment qui a le gros du travail parce qu'il va devoir, en gardant le sens du film, des fois changer complètement une façon de dire quelque chose. Un doublage bien fait, c'est un doublage qu'on voit pas. Un doublage mal fait, malheureusement, c'est qu'on voit tout. Puis on se dit, ah, c'est mal mixé, c'est si, la voix colle pas, etc. C'est pas synchrone. Donc voilà. Des lèvres qui continuent de bouger puis que la phrase est finie depuis un bout, là, disons que habituellement, on détecte ça assez rapidement comme public. Il faut comprendre que les délais aussi sont de plus en plus fous. On reçoit les films américains peut-être 3 semaines avant qu'ils soient en salle. Il faut les détecter, les adapter, les doubler, les mixer, puis faire les copies 35 mm pour les envoyer dans les salles. On a très peu d'informations parce qu'on n'a pas le droit d'écouter les films avant. Donc, on arrive, on écoute une première fois en anglais, une deuxième fois en anglais, et ensuite, on essaie, on fait un premier essai en français. Et ce que ça prend, c'est une bonne lecture à vue pour lire cette fameuse bande rythmo qui se trouve toujours en haut de l'écran et qui défile à une vitesse folle. Et on doit parler lorsque le texte apparaît sur la bande. Lorsque le texte traverse la petite bande noire, c'est là où il faut parler pour arriver à un synchronisme. Les qualités requises pour être un bon doubleur. Je dirais premièrement une bonne compréhension de l'anglais, c'est évident, une bonne écoute, une bonne observation du jeu de l'acteur en anglais aussi. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas seulement la voix. Il faut voir physiquement comment l'acteur a travaillé. Un interprète se doit d'être aussi physique, pas seulement la voix, parce qu'évidemment, notre personnage, il vit à l'écran. L'acteur a donné une présence physique, c'est clair. Dans un film d'action, Rocky, il va se battre, il faut reproduire les coups ou les scènes où il se bat, il faut le faire. Donc, c'est pas rare qu'on nous voit à l'écran en train de faire « Ah, prends ça! » des choses comme ça. Alors que si on disait « Prends ça! » ou « Prends ça! » Même si on n'a pas l'ajout physique, on vient perdre un peu de la vérité de la scène. Quand il se passe des scènes de bataille, des scènes d'émotion, on est peut-être plus contenu, mais des scènes où il se passe des choses très, très physiques, où l'acteur court, où l'acteur fait une action, se change de chandail en parlant. Il faut suivre le rythme physique parce qu'il faut l'habiter physiquement parce que il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose, quand tu mets un chandail ou que tu l'enlèves, il y a une énergie qui te fait dire les choses différemment. Ou quand tu t'assois, il y a une façon différente de parler. Donc, je pense qu'une des qualités premières, c'est de bien regarder, de bien écouter, de bien saisir tout de suite, en une ou deux écoutes, la qualité du jeu, comprendre les perspectives aussi. Beaucoup d'humilité parce que tu ne dois pas interpréter la scène comme toi tu l'aurais fait, mais bien comme ce qu'on te dit de faire par le jeu de l'acteur anglophone. Alors ça, c'est fascinant, mais ça prend beaucoup de discipline également. On me nomme toujours à l'appui à peu près les mêmes noms. Et pour les nommer, j'entends Yves Corbeil, j'entends Bernard Fortin, j'entends... Or, et Yves et Bernard ne font pas tant de doublage que ça. Mais ils ont, une voix très reconnaissable, deux, ils sont connus. Euh, Moi et beaucoup de mes collègues qui vivons de doublage, vous nous entendez probablement beaucoup plus et beaucoup plus souvent, mais parce qu'on est des parfaits nobody, que personne ne sait qui on est, il n'y a personne qui entend ma voix puis qui dit « Ah, tiens, c'est drôle, ce gars-là, il avait la même voix. » Il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui l'a remarqué souvent. Et je pourrais retourner le commentaire en disant, on voit souvent Rémi Gérard à l'écran, on voit souvent d'autres acteurs régulièrement au cinéma, dans les séries, c'est presque assuré qu'on va voir un acteur régulièrement. Donc,
Ça aussi, en doublage, écoutez, c'est un petit marché, puis on n'a pas encore assez de travail pour permettre à toute cette relève de prendre sa place. Et ton rapport personnel avec Dieu, ça se passe bien? Merveilleux. Et toi? Le barbu et moi, on est solides, mon frère. Il faut qu'on s'en procure d'autres, fille. Ah oui. La planète des singes, peut-être. Oh, la planète des singes sur l'acide serait plutôt cool. Ok, concernant le barbu et moi, j'ai tendance à décrocher les scripts. La fameuse loi, le dossier du doublage au Québec, c'est une saga qui dure depuis 40 ans. Et je le sais parce que je suis impliqué, je suis dans le comité de doublage avec Hélène Mondou, Martin Wattier, Olivier Reichenbach. On travaille conjointement avec l'UDA, l'Union des artistes, à trouver une solution. Et je ne suis pas le premier à avoir contribué au dossier. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très, très fort là-dessus. La compétition qu'il y a pu avoir entre la France et le Québec, à un moment donné, c'est parce que, évidemment, nos films ne pouvaient pas aller en territoire français, parce que tous les films diffusés en France doivent avoir été doublés en France. Au niveau du cinéma, la télé, c'est autre chose. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'ils ont leur loi. Bon, évidemment, s'ils ouvraient le marché, ce serait formidable, mais il n'est pas ouvert et il ne s'ouvrira jamais, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, ben, on va oublier ça. On va demander la loi miroir. On va demander d'avoir le même décret, de pouvoir se dire que les films diffusés ici vont avoir été doublés ici. Les majors américains paient pour un double doublage. Donc, ils vont offrir aux Québécois un doublage québécois et puis aux Français un doublage français. Je pense qu'on est à un point tournant en ce moment. C'est-à-dire que les gouvernements sont prêts à nous entendre. Le public a clairement démontré que le doublage au Québec, c'était un plus pour eux et qu'ils le voulaient, qu'ils voulaient l'entendre au cinéma. On a fait des sondages en 92, en 94, un sondage léger, qui disait que 73 % des Québécois appuyaient une loi. Et je suis sûr que ça a monté depuis ce temps-là. On parle quand même d'un sondage qui date. On a fait récemment une pétition en ligne qui est allée chercher 22 000 signatures en 4 mois. Donc, c'est énorme. Je pense que c'est très significatif de l'appui que nous démontrent les Québécois. Je ne comprends pas. Cette loi-là aurait dû être passée il y a bien longtemps. Les contribuables auraient plus d'argent dans leur poche. On aurait accès à une culture québécoise, ça protégerait une sous-culture. Je n'y vois que des avantages. Le milieu du doublage québécois est un milieu dont la survie est toujours menacée. Parce que du jour au lendemain, on sent que si on ne faisait pas bien notre job, on pourrait disparaître, on pourrait être appelé à disparaître. Contrairement au théâtre québécois qui ne disparaîtra pas parce qu'une pièce était mauvaise au TNM la semaine passée. Je veux dire, c'est pas grave. Donc maintenant, l'autre étape, c'est d'aller en chambre, c'est d'aller faire appuyer un projet de loi. C'est de convaincre aussi les majors dans un sens de la validité de cette loi-là, parce que les Américains sont quand même assez forts, on le sait là-dessus. Ils pourraient contester cette loi-là au tribunal de l'OMC. Donc c'est très complexe comme dossier, mais je pense que c'est nécessaire. Parce qu'avec l'arrivée de tous les nouveaux médias, la façon qu'on va consommer notre télévision, notre cinéma, on le sait, on consomme de plus en plus à la carte. On va aller chercher des films sur Internet bientôt. Alors, où est-ce que notre doublage va se retrouver là-dedans? Est-ce qu'on va garder un contenu québécois ou est-ce que ça va se diluer dans tous ces nouveaux moyens de communication-là qu'on n'aura pas gérés? Alors, je pense que c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut se dire, écoutez, on a besoin d'une loi qui va encadrer le doublage au Québec et ça va nous amener peut-être des studios plus en santé aussi, qui n'auront pas toujours l'impression que leur business peut s'écrouler du jour au lendemain. Mon voilier qui me traîne et m'amène lentement